il est très important aujourd'hui, pour détricoter la laideur des Lumières, et bien séparer ce qui peut avoir une certaine grandeur des Lumières, qui pour moi d'ailleurs est incarnée, c'est une digression que je fais dans Robespierre, qui était un naïf, mais qui était l'incorruptible, et qui, lui, réellement y croyait. Parce que souvent, le sale boulot est fait par des purs qui y croient, manipulés par des salopards, qui les envoient sur un chemin de naïveté, et qui, quand ils ont fait le sale boulot à leur insu, sont détruits, vous voyez. On peut dire d'ailleurs comme ça que Mitterrand a fait rentrer tous les juifs possibles et imaginables dans le système de domination politico-économique français, hein, et puis qu'à la fin, il s'est fait liquider. Hein, repassez-vous l'échange avec El Kabach, l'échange de Mitterrand et El Kabach. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Qui est le même échange que El Kabach et Marine Le Pen la semaine dernière. Hein. Une dernière question, il me fait signe, Arnaud Le Parmentier. Oui, Angela Merkel va aujourd'hui visiter Dachau. Est-ce que vous avez prévu, vous, un jour, d'aller à Auschwitz ou dans un camp de concentration? Non, je n'ai pas prévu de le faire, non. Vous pensez qu'il ne faudrait pas que vous y alliez un jour? Que ce serait là... Non. Non, enfin, je veux dire, je pense que c'est l'histoire j'ai pas été invité. Non, mais la question, pourquoi vous n'iriez pas à Auschwitz? Mais pourquoi? Mais pourquoi j'irais pas? C'est une bonne question. Pourquoi j'irais pas? Peut-être j'irai. Peut-être j'irai. Vous me demandez si j'y suis allé. Vous avez dit que vous étiez en rupture totale avec votre père qui a dit les chambres à gaz sont un détail. Est-ce que y aller, ça serait pas traduire cette rupture et prouver que vous avez rompu? Non, mais j'ai rien à prouver, monsieur. Je vous le dis gentiment, mais j'ai rien à prouver. Ma vision sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, sur l'horreur de la Shoah, ma vision est très claire. Je l'ai dit, et je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. Je n'ai rien à prouver. En attendant, voilà, je vous le dis gentiment, mais clairement. On n'a pas reparti. En attendant, regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre, non? Mais apprendre, je connais, hein, vous savez, monsieur. Non, mais vous l'avez vu ce film? Non, mais je connais. Vous l'avez vu le document? Vous l'avez vu le document? Non, je n'ai pas vu ce document, mais je connais ce qui s'est passé. Vous n'avez pas vu Shoah de 9 heures. Je sais pertinemment ce qui s'est passé. Et vous n'êtes pas allé à Auschwitz. Vous voyez, il reste encore beaucoup de choses, mais là, peut-être à la prochaine émission de Grand Rendez-vous, vous aurez fait l'un ou l'autre. Avant, c'était combien de temps ça va durer encore pendant 100 ans? C'est la politique de la haine. Je dicte de mémoire, mais on voit bien effectivement qui. Mitterrand dit bien qui est la haine. La haine, c'est ceux qui mandatent El Kabach, hein, c'est pas moi. Hein. Et la religion de la haine, c'est facile de voir. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour savoir quelle est la religion de la haine. Hein. Il suffit de lire les prophètes de l'Ancien Testament pour voir quel est le projet. Hein. Le projet, c'est de soumettre les nations pour en faire des esclaves, hein, et pour amener le règne d'une communauté qui se définit racialement. Il ne faut pas oublier. Et racialement infiniment, puisque par le sang de la mer, pour être sûr que le sang n'ait pas été corrompu par le postier ou le plombier, vous voyez? Non, mais tout ça donc, est vraiment pensé racialement, intégralement. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui nous donnent des leçons d'antiracisme et qui ont la haute main sur l'antiracisme et qui me font condamner pour racisme et apologie de la haine. Hein? C'est pour vous dire qu'on est vraiment dans un monde totalement inversé. Et là, ça nous amène aussi même à l'éducation nationale et à la destruction même de l'âme, de l'enfance, en leur insufflant dès le plus jeune âge des valeurs inversées, qui les déconnectent de la loi naturelle. C'est que pour que tout ça passe au niveau du peuple français, il faudra rendre le peuple français infiniment bête, infiniment stupide, infiniment émotif, infiniment éloigné, de même ce qui était le projet des humanités des Lumières, qui était la transmission de la maîtrise de la logique, vous voyez, du logos. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un processus, quand on parle de descendre, de destruction généralisée, parce que le peuple français, avec son bon sens, on va dire pays de Descartes, même si on ne veut pas trop rentrer dans le détail sur les faiblesses mécanistes de Descartes, c'est qu'en fait le français normal ne peut pas descendre aussi bas que là où on lui demande, il voit bien que, et le faire descendre au nom toujours de l'égalité et de la liberté. Hein. C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à une dictature policière d'un tout petit nombre, et ça se fait toujours au nom de la liberté et de l'égalité. On prétend toujours nous défendre notre liberté et notre égalité. Hein. Et aujourd'hui, on voit bien que pour que le peuple de France accepte de descendre aussi bas dans une logique totalement inversée, il va falloir qu'on détruise en lui
par la petitesse, tout esprit de rébellion, hein, je reviens à ça, c'est-à-dire cette lâcheté, cette soumission que je vois tous les jours, c'est pour ça que je vous félicite d'avoir simplement le courage d'être là, je pense qu'il faut être déjà courageux pour venir là ce soir. On a des gens de plus en plus petits, c'est-à-dire qui sont que dans la soumission et la lâcheté, et qui disent oui mais ferme ta gueule, bouge pas, il y a toujours une petite place à prendre, serre les fesses, enfin, vraiment et qu'on le voit par je dirais l'effondrement quasiment physique du personnel politique. On ne nous sommes aujourd'hui que représentés que par des nains, et je dis même des nains physiques. Hein. On a un ministre de l'Intérieur qui est le chef de la police, qui est un petit passif d'1m60, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal, vous voyez, c'est pas normal que les flics, hein, quand on voit ce que c'est qu'un grand flic, soit obligé, et pour chef, une petite franc-maçonne d'1m60 qui travaille entièrement pour l'étranger et pour soumettre et humilier le peuple de France, et y compris d'ailleurs sa propre police. Hein. Car je fais une petite digression, depuis que les flics s'étaient amusés à faire des quenelles dans tous les sens, il est passé des directives en interne, etc. On a fait le ménage. Je vois même moi chez les gendarmes qui sécurisent les tribunaux, parce que j'y suis en permanence, c'est plus les mêmes gendarmes qu'il y a 2 ans. Les gendarmes, il y a 2 ans, ils faisaient des quenelles à tout va. Aujourd'hui, on a de plus en plus de petits gendarmes, des petits teigneux qui viennent m'emmerder quand je me mets à parler avec mon avocat, qui viennent m'emmerder, qui sont des petits avortons comme ça. Et on voit bien, pour ceux qui regardent les émissions les infos, qu'aujourd'hui on forme les corps constitués français à tous les niveaux, et non par la police, par des stages entiers qui passent par Auschwitz, à la soumission totale à l'idéologie shoatique, pour être sûr vraiment qu'ils feront le sale boulot jusqu'au bout. Et ce qui est très inquiétant, c'est que des peuples et des pays ont subi 50 ou 60 ans de bottage de cul par des élites illégitimes et des petits flics insupportables. Demandez à ceux qui ont vécu la Hongrie d'après-guerre, la Roumanie d'après-guerre, la Pologne d'après-guerre, comment ils ont morflé, et que la France peut tomber là-dedans, et on peut vivre peut-être, s'il n'y a pas un vrai sursaut du génie français, de l'esprit français, de la dissidence et du courage, une dictature de petits valses avec des petits flics qui, au nom de l'idéologie shoatique, passeront leur temps à nous persécuter, à nous soumettre. Et on le voit bien aujourd'hui par des marqueurs très simples. C'est qu'aujourd'hui, se scandaliser de ce qui se passe à Gaza, vous voyez, hein, qui normalement doit révolter, je dirais même, l'esprit soi-disant voltairien, aujourd'hui, un Premier ministre vous dit que c'est de l'antisémitisme déguisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons être sionistes, et pas à l'époque où on pouvait rêver sur le kibbutz, mais être sionistes dans l'Israël de Netanyahou, de Plomb Durci, de Lieberman, de la Cisjordanie, c'est-à-dire de fanatiques militaro-religieux qui proclament et éructent leur haine de l'humanité courante au monde entier. Et nos élites socialistes, n'oubliez pas, socialistes, pas fascistes, hein, nous demandent de nous soumettre à ça, et nous soumettent à ça, et me soumettent à ça tous les jours, par ce qu'on appelle, non pas la justice, mais l'institution judiciaire. J'ai en ce moment 16 procès simultanés, vous voyez, pour me faire comprendre que je dois fermer ma gueule. Un contrôle fiscal carabiné qui vient du plus haut de Bercy, qui me demande de justifier à peu près chaque chèque que j'ai pu encaisser, et même avec le double contrôle fiscal aussi sur soi-disant la possibilité que je sois soumis à l'impôt sur la fortune, ce qui est délirant, me demander des comptes sur des choses qui remontent à 8 années. Vous voyez, vous imaginez, c'est-à-dire pour me pousser à la colère, au désespoir, à l'épuisement, par les moyens les plus vils qui existent, pas un combat dans l'honneur où quelqu'un me provoquerait en duel pour me passer par l'épée, mais pour me rendre dépressif, suicidaire, voire criminel, parce qu'à un moment donné, je fais en sorte de ne jamais voir mon contrôleur fiscal en payant quelqu'un, parce que je peux encore le payer, grâce à vous d'ailleurs, pour le voir à ma place, parce que le danger, c'est qu'à un moment donné, le petit avorton mandaté pour me persécuter, je risque simplement de le tuer avec mes mains, car je peux, moi, avec mes mains, le tuer en moins de 5 minutes. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et pourtant, je suis obligé de subir sa persécution mesquine, comme une fourmi. Des fourmis détruiraient un lion qui a eu le malheur de s'assoupir sous un arbre, vous voyez. Et c'est une vision effectivement horrible et abjecte. Or, c'est la vision actuelle de notre France, et c'est ce que j'entends moi aujourd'hui pour les gens qui aujourd'hui légitiment l'éviction de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, il faut en passer par là pour se rapprocher du pouvoir. De quel pouvoir peut-on se rapprocher et quel pouvoir peut-on prendre quand on en passe par toutes ces abjections et ces soumissions? Ça veut dire en fait qu'on passe à un moment donné à la caisse, c'est-à-dire qu'on rejoint le pouvoir pour faire le sale boulot que le pouvoir veut que vous fassiez à sa place. Ça ne veut pas dire prendre le pouvoir, hein. Ça veut dire obtenir un petit rôle de capot, vous voyez, c'est pas ça, prendre le pouvoir c'est autre chose, hein. Et je pense certainement qu'il vaut mieux ne pas prendre le pouvoir, mais continuer à incarner une résistance authentique, plutôt que de détruire
simplement d'ailleurs par la stratégie politique, et qui passe toujours par des options morales, de détruire le dernier bastion qui pouvait être encore un bastion de résistance à ce monde de la petitesse, de la dictature, du monde des petits juges et des avocats, puisqu'en fait, là aussi, il y a un parallèle avec, quand on sait que la société américaine, qui est la société, toutes ces contradictions ignobles sont exacerbées, la plus capitaliste, la plus communautaire, où le lobby judéo-sioniste est le plus puissant, à la fois par Wall Street et par Hollywood, vous voyez, c'est bordé par les deux côtes, et puis il y a les rednecks au milieu, les ploucs américains, méprisés, écrasés, et à qui on ne demande pas leur avis. Cette dictature des avocats est importante à comprendre quand on sait, par exemple, qu'aux États-Unis, 20% du PIB, je crois, c'est des frais d'avocats. Vous voyez, l'hyper-judiciarisation aujourd'hui, ce que j'écrivais en 2002 dans Jusqu'où va-t-on descendre, qui ne m'a valu à l'époque aucun procès, car c'était la tradition française de l'ironie et de l'esprit français, de pouvoir critiquer au nom de la liberté politique, par l'ironie du pamphlet, des options politiques qu'on estimait contraires aux nôtres ou au bien. Aujourd'hui, je ne pourrais plus écrire ce livre, il me vaudrait un procès par page. Et c'est en gros pour ça que les gens me disent aujourd'hui, vous ne faites plus le con du mois dans la vidéo du mois. Non, je ne peux plus, parce que systématiquement maintenant, sur ordre du CRIF d'ailleurs, qui ont dit on ne peut pas combattre Soral sur le fond, on n'a rien à lui répondre sur le fond, hein. On ne peut pas le combattre même physiquement, on lui a envoyé des casseurs de gueule, je ne sais pas combien de fois, ça ne marche pas comme ça, il ne se soumet pas par la peur physique, il ne faut pas oublier la notion de peur physique, qui est importante aussi, on éduque les gens dans la trouille. Ça va même jusqu'à la limitation des vitesses de voiture, vous voyez. Il faut vivre sans risque d'accident aujourd'hui, vous voyez, c'est-à-dire sans panache. On apprend l'adolescent même à renoncer quelque part à ses idéaux d'adolescence intelligent. On apprend le jeune homme à se comporter comme une jeune fille, je le dis aussi, hein. On le voit même au niveau de l'enfance aux États-Unis, où on file des protocoles, il y a des protocoles de médicamenteux pour que les garçons se calment physiquement, pour qu'ils se comportent à l'école comme des petites filles, parce que c'est plus facile à gérer. Ils sont moins explosifs dans la cour de récréation. On voit bien que le standard est aujourd'hui avec Belkacem, on le voit. Hein. On le voit par les tentatives de ce qu'ils font dans les crèches. C'est que nous soyons tous des petites filles, vous voyez. Hein. Et j'avais dit au niveau de la conscience politique, dans un bouquin qui date de 1996, que notre destin est de devenir des jeunes filles bourgeoises de gauche. Ce qui était vrai, hein, qui correspond à la conscience, à l'absolue absence de conscience politique, mais avec l'apparence de la conscience. Hein, c'est Simone de Beauvoir, on va dire, hein, la sainte patronne de cet effondrement. On a aujourd'hui cette idée, effectivement, que nous devons tous être des petites filles, nous devons tous faire pipi assis, vous voyez, on voit bien, hein, tout ça. Dévirilisation complète, destruction de l'esprit de grandeur, malgré dans le monde quand même de la quantité, apologie de la mesquinerie, de la petitesse, de la soumission et de la mentalité du petit chef, avec aussi un rôle important qui est je dirais l'agrandissement du secteur tertiaire et du monde des employés de bureau, qui est le monde des esclaves, des soumis et des petits manipulateurs. Une des raisons pour laquelle j'ai cet esprit que j'ai, c'est que j'ai jamais travaillé, j'ai toujours refusé de travailler dans un bureau, j'ai toujours refusé par la motocyclette de faire de l'embouteillage en voiture, vous voyez, et je pense que ça m'a protégé de ce travail de lente soumission qui s'appelle le salariat, hein, n'oubliez pas, hein. Le cercle Proudhon d'ailleurs, les vrais syndicalistes révolutionnaires et les gens de l'ultra-gauche, justement, qui ne cautionnaient pas un certain marxisme, vous voyez bien qu'il y avait un lien intrinsèque entre le salariat et l'esclavage, vous voyez. Un salarié est un esclave, alors excusez-moi de vous le dire, ici il y a 90% de salariés, quoi. Et vous le savez, et vous n'y pouvez rien, je ne vous accuse pas, mais vous fermez votre gueule et vous faites ce qu'on vous dit, et puis à un moment donné, d'ailleurs, quand vous avez bien fait ce qu'on vous a dit, notamment d'aider à la mise au chômage des autres, après c'est votre tour, vous voyez. Hein, vous regardez passer les charrettes jusqu'à ce que ce soit votre tour. Hein. Et puis vous dites, que puis-je faire d'autre? Ben oui, bien sûr, on a fait en sorte que vous ne puissiez pas faire grand-chose d'autre. Oui. Voilà. Et c'est toutes ces choses-là que j'essaye d'articuler. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se battre. Il faut avoir une analyse économico-sociale très sérieuse, et pour ça recourir d'ailleurs aux catégories marxistes de la lutte des classes, des antagonismes de classe, qui était le gros problème du cercle Proudhon. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y avait quand même des gens qui venaient du mouvement ouvrier et d'autres qui venaient de la rente d'une aristocratie en fin de course, mais qui avait encore un peu de rente, et qu'à un moment donné, il y avait quand même, malgré des accords d'esprit, de grandeur, il y avait quand même des antagonismes de classe qui étaient assez forts. Et je le vois d'ailleurs aujourd'hui même
les combats qui sont menés à l'intérieur du Front National. Il y a la droite du Front National bourgeoise qui se dit que ça serait pas mal de participer au pouvoir en devenant, je vais dire, le complément du futur UMP. Et puis les gens qui sont ouvrières au Front National qui ne le voient pas comme ça parce qu'eux se sentent plutôt des trahis du PCF. Or, il est très compliqué d'articuler à l'intérieur d'un parti. Quand un parti ne recouvre pas une classe sociale, hein, et qu'il est composite, comme le cercle Proudhon, comme Égalité et Réconciliation, la fragilité est beaucoup plus grande, parce que les antagonismes de classe peuvent ressortir plus facilement, de même d'ailleurs que les antagonismes raciaux et religieux. C'est pour ça qu'effectivement, une société ethniquement cohérente, religieusement unitaire, et de petits entrepreneurs, c'est-à-dire de travailleurs libres, est une société incroyablement solide face aux agressions extérieures. Or, ça ressemble à la société, je dirais, si on recherche un précédent de l'histoire, à la société de la démocratie grecque telle qu'on nous la vante, qui est en fait une société de petits patrons propriétaires terriens qui savent manier les armes, vous voyez, qui savent manier les armes et qui sont capables de s'allier militairement. Et ça, effectivement, c'est sans doute la société la plus dure à combattre, à détruire de l'intérieur et à combattre de l'extérieur. C'est en fait le vrai idéal grec, mais qui en fait, si on l'analyse par rapport à ce monde aujourd'hui de la petitesse et de la quantité, est un monde totalement aristocratique, en réalité, si on comprend bien ce que veut dire le mot aristocratique étymologiquement. Donc là aussi, il y a un travail de détricotage. Qu'est-ce que la démocratie? Bon, comprendre l'Empire, j'ai quand même fait pas mal de boulot. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie de marché et d'opinion qui, en fait, en dernière instance, le pouvoir de l'argent et du mensonge. Hein. Le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire des plus riches, qui prennent le contrôle sur les médias pour manipuler l'opinion par une idéologie d'opinion, une idéologie dominante, et qui est en fait le règne de l'opinion, qui est le contraire du règne de la vérité, qui, comme chacun sait, doit se chercher d'ailleurs, qui est un dur travail. Et donc nous sommes aujourd'hui, évidemment, dans la dictature de l'argent, relayée par l'abêtissement, par le mensonge. Hein. Et on voit bien que nos représentants politiques majeurs et nos représentants médiatiques majeurs incarnent totalement ça aujourd'hui, et qu'à la limite, la seule réaction qu'on a, souvent, c'est de se dire « je ne regarde plus la télé », j'essaie de fréquenter des gens qui partagent mes idées, donc on se rapproche du cercle R. Je vais essayer de me retirer même de la ville et essayer de devenir, de prendre la campagne étant abandonnée, il y a encore un petit espoir de ce point de vue-là, de faire de la permaculture dans une ferme en ruine qu'on aura rachetée. On est tous en train de penser à ce genre de projet, tellement la situation est, pour un être, je dirais, qui est encore un être humain, incarnant la loi naturelle, tellement la vie est insupportable. Et je le dis bien, la vie est insupportable non pas parce qu'on n'a pas à manger, personne aujourd'hui ne combat contre la faim dans nos social-démocraties libérales avancées. En fait, on combat pour la dignité, même si on n'arrive pas à mettre ce mot-là. On nous nourrit, on nous gave jusqu'à l'obésité, c'est aussi un lien. L'homme sans qualité, l'homme de la quantité, c'est aussi l'obèse, hein, c'est l'obèse américain. Hein. 130 kilos de junk food, con comme un balai, 8 heures par jour devant sa télé à zapper, consommant du sport sans jamais en faire. Hein. Regardez le commentateur de foot, il incarne parfaitement ça, le gros là. Comment il s'appelle ? Ferme ta gueule, gros con, quand tu n'es même pas capable de courir le 100 mètres en moins de 20 secondes, de comment tu peux te permettre de critiquer la faiblesse d'un joueur de niveau mondial parce que tu trouves qu'il rate de temps en temps un contrôle dans un match de la Champions League, qui est un match qui demande une technicité, une vitesse de jeu incroyablement. Il y a une obscénité, vous voyez. Qu'un ancien champion commente le football, c'est normal, vous voyez. Quand Zidane peut critiquer un grand joueur, mais quand un obèse se permet de le faire, j'ai envie de lui botter le cul, parce que je suis encore hanté, moi, par la loi naturelle. Je trouve que c'est obscène, vous voyez, c'est obscène, voilà. Et ce type-là ne le comprend même pas, il fait le malin, il est là, comme ça. Ça, normalement, ce type-là, il y a une certaine époque qui n'est pas si ancienne, les commentateurs de sport étaient d'anciens sportifs de haut niveau, très souvent, ou des types très humbles, qui étaient dans l'admiration des sportifs. Aujourd'hui, on a des blaireaux qui donnent leur avis à tout bout de champ, en se prétendant, et puis on organise d'ailleurs, vous voyez sur la chaîne qui est le 21 là, les mecs qui s'amusent à commenter le foot, de plus en plus de femmes pour commenter le foot. Voilà, enfin, on voit bien, toujours pareil, cette destruction des bastions où pouvait encore se réfugier, je dirais, l'âme humaine saine, parce qu'effectivement au départ le sport, c'est pas pour rien que l'aristocratie en bourgeoisie anglaise, à un moment donné, a produit le sport comme pratique d'élite, parce qu'il fallait, je pense, une compensation à la laideur morale des élites capitalistes et aristocrates anglaises, qui est l'aristocratie la plus dégueulasse du monde, puisque c'est une aristocratie entièrement bourgeoise. Il fallait forcément rééquilibrer pour que ça reste des élites par autre chose. Et en même temps qu'ils se comportaient comme des porcs,
ils se comportaient comme des porcs dans leur affairisme colonial de la société des Indes orientales ou occidentales. Ils faisaient du rugby à Oxford parce qu'il y avait une intelligence de l'élite, vous voyez. Mais aujourd'hui, on le voit bien par nos élites à nous, qu'elles sont... on voit même par les élites journalistiques de Canal+. On n'a que des avortons arrogants, haineux et très souvent homosexuels d'ailleurs, hein, je le dis. Bon, je me fous, il n'y a pas de police des braguettes et tout ça, il y a une homosexualité grecque, enfin je veux dire, et virile et tout ce que vous voulez. Mais on voit bien aujourd'hui quand même que c'est des marqueurs, quoi. Voilà, que aujourd'hui, on a des petits trous du cul, c'est le cas de le dire, puisque c'est là que se situe leur vision du monde, leur quant à soi et leur rapport à l'autre. C'est pas, ils se définissent par... Bah oui, il faut bien se définir par quelque chose. Moi je suis écrivain, éditeur, homme public. Il y en a, ils se définissent, ils disent je suis gay. Donc j'ai dit, ça veut dire qu'ils se définissent par leur trou du cul. C'est pas une pratique sociale, j'ai toujours dit c'est une pratique de loisir, mais tout ça effectivement montre bien effectivement une évolution du rapport à soi, du rapport à l'autre et de ce qui fonde, je dirais, l'être. Vous voyez, voilà. Normalement, dans une société classique, on est ce qu'on fait. Il y a un type, il est menuisier, charpentier, évêque. Vous voyez. Aujourd'hui, on est jeune fille de gauche. Gay, vous voyez, tout ça c'est des marqueurs, hein. Il faut être capable d'articuler ironiquement tout ça, je le dis bien, parce que j'essaie toujours de rester un peu rigolo, ce qui fait d'ailleurs que les faux intellectuels ou les prétentiaires comme Todd ne me considèrent pas comme un intellectuel, parce qu'eux sont totalement des intellectuels du règne de la quantité. Vous voyez, ils sont démographes et statisticiens, vous voyez, ce qui leur amène à des pensées totalement grotesques, puisqu'après avoir parlé du hollandisme révolutionnaire, aujourd'hui, il dit que tous nos problèmes nous viennent du catholicisme zombie. Je ne plaisante pas, c'est-à-dire que le mec il voit toujours le rôle de l'Allemagne dans la crise, le rôle du catholicisme zombie, il ne voit jamais le CRIF. Mais bon, il est peut-être, je crois, l'arrière-petit-fils du grand rabbin de Bordeaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque dans son cerveau, vous voyez. Voilà. Donc, peut-être pour finir, parce qu'il faut que je pourrais parler comme ça, moi, comme Fidel Castro, pendant 12 heures, quand je serai dictateur, je ne manquerai pas de le faire dans la chaîne unique en noir et blanc que j'aurais réimposée à tout le monde. Je voudrais parler d'une dernière figure, puisque là j'ai abordé des concepts, hein, la quantité, la petitesse, la dictature des avocats, Voltaire, des marqueurs comme ça pour vous, le CRIF, effectivement, la dictature du CRIF. La dernière personne que je voudrais aborder pour finir, c'est Jeanne d'Arc. C'est demain, hein, la procession pour Jeanne d'Arc. Comme je l'ai dit récemment, pourquoi je pense à Jeanne d'Arc de temps en temps, quand je vois le pauvre Le Pen dire Jeanne d'Arc au secours, quand je pense qu'il a donné le Front National à sa fille, en se battant pendant des années pour qu'elle arrive à prendre le pouvoir, parce que je vous garantis que personne n'en voulait au front, hein. J'y étais pour le savoir, il a fallu faire le ménage, et malheureusement virer tous ceux qui pourraient défendre Le Pen aujourd'hui, c'est tragique, car en fait il a tué et sorti du front tous les gens qui étaient contre Marine, et aujourd'hui il ne peut plus être défendu de l'intérieur, parce que tous les gens qui pourraient le défendre, c'est lui-même qui les a virés. Pourquoi? Parce qu'il a transmis le pouvoir à sa fille en pensant peut-être que la loi de la fidélité au père, qui ça aussi fait partie des valeurs que nous défendons, serait plus grande que la petitesse du calcul et de la soumission. Et malheureusement, le pauvre Le Pen, c'est aussi un symbole qui est le dernier grand français incarnant l'esprit français, au-delà d'ailleurs de toute position politique. Ancien engagé, lieutenant de la Légion, je crois, ou sous-lieutenant légionnaire, enfin je veux dire, qui incarne encore, qui est capable de réciter des centaines de poèmes par cœur, qui connaît toutes les chansons du répertoire. Homme admirable de la France mourante, vous voyez. Quand on le voit dire Jeanne d'Arc au secours à 86 ans au défi du premier, ça donne les larmes aux yeux, parce qu'on se dit ce dernier grand français est en train d'être tué, et il est tué par quoi? Par sa propre fille, un avocat marron ancien trotskiste de Marseille, un énarque. Il y a une tragédie, hein, et pour ceux qui me disent oui mais c'est le prix à payer pour accéder au pouvoir, je veux dire, cette chose-là à laquelle ces gens-là accéderont, et vous verrez que je suis prophète, Marine n'accédera jamais au pouvoir, hein. C'est Philippot qui accédera au pouvoir et Maître Collard, eux ils auront des places, elle n'aura jamais aucune place, car les gens qui nous dominent sont des racialistes intégraux, ils ne laisseront jamais une Le Pen, fille de son père, accéder au pouvoir. Elle aura fait le sale boulot pour les autres et elle se fera dégager à son tour, comme s'est fait dégager Chirac après avoir fait le coup du Veldiv, comme s'est fait dégager Mitterrand pour n'avoir pas accepté ce sale coup-là, elle sera elle-même aussi éliminée à son tour. Vous verrez, je suis prophète, vous verrez que je vous dirai, Soral l'avait prédit, comme à peu près tout, hein, ce que j'ai prédit depuis 10 ans. Hein, voilà. Et donc la dernière figure effectivement à laquelle je me réfère, c'est Jeanne d'Arc, parce que quand tout est perdu, dans l'histoire de France, il y a eu des miracles, même si c'est des miracles instrumentalisés politiquement, on le sait, sous la Troisième République, etc., ne soyons pas naïfs, mais il y a eu à un moment donné l'idée
et qui correspond à quelque chose de réel, qu'un petit personnage totalement imprévu et atypique, une jeune pucelle de 17 ans, fille de campagnard, mais ça peut être aussi à un moment donné un petit nobliau corse très récemment rattaché à un pays en pleine révolution, ça peut être un général qui n'a jamais fait la guerre, à un moment donné peut arriver un miracle. Et le miracle de Jeanne d'Arc est très impressionnant parce qu'il était très très improbable. Vous voyez, rappelons-nous en gros qu'à l'époque, la France était sous domination anglaise, 70% du territoire était passé sous contrôle étranger. Si on admet que Charles VII était la légitimité française, c'est sans doute en se référant à l'histoire de France telle que la conçoit Bainville, sans doute. Il y a des gens qui discutent que ça aurait été mieux qu'elle n'existe pas et que Charles VII disparaisse, ça aurait fait l'Europe plus tôt. Je pense que c'est la thèse de De Grelle même, je crois, et que ça aurait été mieux que les Bourguignons avec les Anglais nous fassent un gros machin. On peut en discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un petit personnage improbable arrive à renverser la situation. Alors que tout était perdu, comme aujourd'hui on peut dire, les forces en présence sont catastrophiques, puisque même le Front National qui pouvait incarner l'espoir, aujourd'hui, on voit qu'au moment même où Marine accepte, après 10 ans de demande du CRIF, je le sais parce que j'ai assisté à la première réunion de demande, hein. J'y étais, la première réunion, on a dit « Vous réintégrerez l'arc républicain le jour où vous tuerez le père ». Et elle a dit non, 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 jusqu'à ce qu'elle dise oui. Ça doit faire une dizaine d'années, vous voyez. Donc aujourd'hui, on voit que après que Marine Le Pen ait tué son père, pour une faute qui n'en était pas une, hein, tout ce qu'il dit dans son interview de Rivarol est totalement ce que disent les intellectuels juifs de bon niveau dans les années 70 sur Pétain, ce que dit Zemmour aujourd'hui, enfin ça ne posait aucun problème en réalité, hein. C'était juste le commentaire distancié, désabusé et très instruit d'un patriote français qui a une grande culture historique, hein, et qui remettait simplement les choses à leur place. Et de voir aujourd'hui que quelques jours après ça, Marine Le Pen est invitée aux États-Unis pour être décrétée un des 100 personnages les plus importants du monde occidental, dans une ignoble robe qui la fait ressembler de plus en plus à Madame Merkel ou à la future présidente des États-Unis si tout va pour le plus mal, c'est-à-dire l'hystérique Hillary Clinton. Vous voyez, y a quand même un enchaînement mécanique des choses qui fait que on ne peut pas dire que simplement que c'est du complotisme, vous voyez, ou de la paranoïa. On voit très bien qu'il y avait des conditions à remplir pour pouvoir passer certains verrous, et qu'effectivement, le Front National, qui est le premier parti de France aujourd'hui, et qui a vocation à accéder au pouvoir, parce que ces fondamentaux, ces deux piliers qui sont lutte contre le mondialisme financier et lutte contre l'immigration, aujourd'hui qu'ils appellent l'islamisation, parce que ça plaît aux néoconservateurs et à nos élites juives sionistes, on voit bien que ces deux fondamentaux, tous les Français y adhèrent, c'est une réalité. Donc le Front National a vocation effectivement à accéder au pouvoir. Le problème, c'est comme me l'a dit Patrick Buisson lui-même, la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit, parce qu'il est très intelligent, très cultivé, très ironique et très fataliste, ce qui l'a amené d'ailleurs à devenir le principal conseiller de Sarkozy, alors que c'est un type d'extrême droite, d'un antisémitisme forcené, il m'a dit, tu verras Alain, en rigolant, le jour où le Front National prendra le pouvoir, et il le prendra, le président et le trésorier sont... Voilà, plaisanterie, et en gros c'est ce qui va se passer d'une manière plus ou moins directe ou déguisée. Voilà. Je sais que les propos que je tiens aujourd'hui peuvent me valoir pratiquement la prison, mais on en est là. Voilà. Donc, pour citer Jean-Marie Le Pen, pour qui j'ai un infini respect pour sa solidité dans la résistance et pour incarner peut-être le dernier dans le personnel politique, je veux dire cet esprit français, qui n'est pas tout à fait ce qu'incarne Dupont-Aignan, malgré ses petits efforts, quoi. Jeanne, au secours, voilà. Hein. On l'attend et peut-être qu'elle se présentera sous une autre forme, hein, voilà. Et je ne pense pas que ce soit Marine Le Pen, hein. Vous regardez Jeanne d'Arc, vous regardez Marine Le Pen en photo là aux États-Unis avec son espèce de robe de poufias. C'était... Non, mais je veux dire, à un moment donné, je suis désolé, hein, on est dans un monde de violence et d'incroyable dureté. Le Pen est tué par sa fille. Moi, je subis ce qu'on appelle le meurtre du frère par ma propre sœur. Vous voyez, on est quand même dans un monde où des gens qui sont cachés, infiniment mesquins, minuscules et cyniques et méchants, et d'autant plus méchants qu'ils sont minuscules, il suffit de regarder le physique d'Aziza et sa méchanceté. La dernière fois au tribunal, il m'a poursuivi jusque dans les toilettes où j'allais pisser, pour me dire, tu seras bientôt en prison, ça sera bientôt la prison. J'étais en train de pisser, j'ai failli me retourner pour lui pisser dessus, mais je me suis dit...
Non mais vous imaginez le délire du type, il me suit jusqu'aux toilettes du tribunal, tu vois. Il est haut comme ça, hein. On dirait Max la menace, vous voyez. Et il me dit, ça va être bientôt la prison, comme ça, hein, genre, en jouissant comme ça. On est dans un monde quand même où on subit des violences incroyables et qu'on n'a pas le droit de se défendre. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à me faire donner des coups de pied à tous les sens du terme par des nains. Et si jamais je lève la main, je pars directement en prison. C'est ça. Et ça me donne le droit, je crois, de me faire un peu plaisir par ce qui est très français, qui est le verbe. Vous voyez, je ne fais jamais, moi, que parler sur un ton ironique et taquin, qui est en fait assez, pour les gens qui me connaissent et qui regardent mon travail objectif depuis 10 ans, assez dépourvu de violence réelle. En réalité, je suis parfois colérique, parfois émotif, mais je pense que je travaille, je finirai là-dessus, à la réconciliation nationale authentique. Je n'appelle jamais à la violence. Personne n'a jamais produit aucune violence en mon nom. Ça n'est encore jamais arrivé, malgré toutes les provocations et les manipulations. Et c'est là-dessus que je finirai. Bien sûr, n'oublions pas dans tout ça de rester français, c'est-à-dire plein d'ironie et de désir de réconciliation. Voilà, merci. Et je rappelle par la dernière conférence avec Jacob Cohen à Marseille que nous tendons la main à tout le monde, hein, bien évidemment, et qu'il y a des gens en fait en permanence pour répondre à notre appel, mais que les médias et les politiques mentent pour que le français de base ne le sache pas. Hein. En réalité, nous ne sommes pas du tout isolés. Hein. Comme vous le voyez ici, le consensus de réconciliation marche très bien, mais le pouvoir politico-médiatique n'en veut pas. Le pouvoir politico-médiatique et donc financier veut la violence, la guerre et le chaos. C'est une certitude. Voilà. Merci Alain Soral. Pardon, c'est juste pour poursuivre la discussion, juste avant les questions-réponses. Je pensais à au personnage d'Aziza. Ça me fait penser au personnage incarné par Louis de Funès. Donc peut-être qu'à l'époque, dans le cinéma français, ils avaient déjà perçu ce genre de personnage qui arrivait. Et effectivement, maintenant, on est envahi de petits Louis de Funès, quoi. On a Meyer Habib, Aziza, le petit, à un moment donné, qui est à côté d'El Kabash, le petit blond à lunettes, et qui pousse El Kabash à poser la question à Marine Le Pen sur la Shoah. Il y a une dernière question, il me fait signe, Arnaud Le Parmentier. Oui, Angela Merkel va aujourd'hui visiter Dachau. Est-ce que vous avez prévu, vous, un jour, d'aller à Auschwitz ou dans un camp de concentration? Si vous voulez vous souvenir du monde de l'école, il y avait toujours au premier rang le faillot à lunettes qui balançait les autres à la prof, et quand la prof sortait, il disait, je sais pas comment il s'appelait, va au tableau, puis tu noteras ce qu'on parlait ou qu'on lançait. Et lui, c'était le type à qui on ne voulait pas ressembler et à qui on pétait la gueule régulièrement à la récré, vous voyez. Et c'était sa maman ou son papa qui venait le chercher avec le petit goûter, etc. Et cette figure-là, qui est le mec qui était au bas de l'échelle à l'école communale, je vous dis, à l'époque où on est dans la loi naturelle, vous voyez, le bon sens des enfants, ce type-là aujourd'hui a les pleins pouvoirs. C'est le modèle. C'est le modèle et il a les pleins pouvoirs. Quand est-ce qu'on va le remettre à sa place? C'est ça la bonne question. Hein. Moi, ça me fait penser à une formule de Pasolini qui parlait de mutation anthropologique pour l'Italie des années 70. Et effectivement, on subit ce genre de choses qui fait qu'on en arrive à ce genre de modèle pour notre société. Je voulais juste rebondir encore, parce que j'ai pris des notes pour pas que ça ne serve à rien. Jeanne d'Arc, effectivement, vous l'avez dit, sa venue était improbable. Et ce côté improbable, c'est justement ce côté spécifiquement français. C'est pour ça que Jeanne d'Arc est française. Et je faisais aussi le parallèle parce que vous avez parlé du sport. Et effectivement, c'est dans le sport que se sont transposés comme un palliatif toutes les valeurs, toutes les dignités, toute la combativité. Et encore, on peut le vérifier dans les équipes françaises, on le vérifie encore, malgré tout, il y a toujours ce côté imprévisible. Voilà, c'est quand au rugby, par exemple, quand on affronte les All Blacks ou des machins, de temps en temps on gagne. Voilà, ou handball, machin, on n'a pas le... Mais on est en train de détruire ce refuge de la dignité du sport par le sport-spectacle. Hein, on voit bien aujourd'hui que si on prend une figure que j'aime pas du tout, qui est l'attaquant du Real de Madrid, là, Benzema, ça parle vachement d'argent, il n'y a pas beaucoup de respect pour la famille, sa manière de ne pas mouiller le maillot quand il est en équipe de France, on voit la manière dont il joue par rapport à la façon dont il joue à Madrid. On a vraiment une destruction des valeurs du sport par le sport-spectacle. Le système trouve toujours un moyen d'aller salir et détruire ce sur quoi on essaie de rebondir pour se maintenir. Je pense d'ailleurs aussi par exemple au salafisme. Quand moi je tends la main
au nom de la droite des valeurs aux musulmans qui ont encore des valeurs familiales, etc., etc. Derrière, on voit quel est le travail du système. C'est ce que j'ai appelé il y a des années, même si je me faisais emmerder pour ça, islamo-racaille au service de l'islamo-sionisme. Et ça donne Daesh, et ça donne les frères Kouachi, etc. On voit bien qu'à chaque fois, notre système de domination, son travail, c'est de salir et de détruire tout ce qui pourrait encore nous servir à nous relever. Hein. Et c'est vraiment un travail de laideur systématique et méthodique qui a quelque chose, je le dis bien, puisque c'est après avoir parlé de Jeanne d'Arc, je vais parler de la dernière figure qui est au-dessus de tout ça, c'est Satan. Il y a quelque chose de réellement diabolique dans tout ça. Hein. C'est vraiment la dictature de la laideur et du mal généralisé. Et là, on peut vraiment parler de satanisme. Hein. Il y a une stratégie satanique de soutien à Daesh par les puissances occidentales, par cette alliance américano-saoudo-israélienne, hein, où on va, aujourd'hui, hein, on va faire tomber pratiquement, parce que malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes, on va faire tomber la Syrie, qui va devenir un lieu de massacre, et notamment de massacre de toutes les minorités chrétiennes et même alaouites, c'est-à-dire les minorités non sunnites ou wahhabites. Et les gens qui signent pour ça, c'est le gouvernement français. C'est pas pour rien qu'on accepte que pour la première fois on ait le droit de vendre des Rafales au Qatar. C'est que c'est le Rafale qui va aller bombarder demain. C'est la manière de partager le gâteau du mal, vous voyez. Voilà, donc là je vais peut-être pas trop digresser là-dessus parce qu'il y a les questions, mais voilà, Satan, hein, Voltaire, Jeanne d'Arc, Satan, en fait c'est bien, on peut prendre comme dans un jeu vidéo, vous voyez des figures dans ce combat dans lequel nous sommes impliqués à notre petit niveau, mais c'est ça qu'il faut voir. Hein, voilà. Le pire, c'est que ces gens-là le font en se servant, en manipulant le prestige, justement, le prestige réel qui existait dans ce que j'appelle l'esprit français. Ça me fait penser au film de BHL que j'ai vu, Le Serment de Tobruk, où effectivement, si lui il arrive à faire ça, c'est en se servant, en jouissant de ce que la France représente pour les Libyens, pour tout un tas de... En trichant sur ce qu'a pu être le Quai d'Orsay du Gaulien des années 60. Donc ces gens-là savent ce que c'est, ce qu'est l'esprit français, ils le connaissent très très bien. Ils le pervertissent, systématiquement, oui, bien sûr. Et juste avant les questions... C'est l'affaire Charlie, bien sûr. Je voulais expliciter encore un tout petit peu sur les notes que j'ai prises par rapport à la vision du monde, le règne de la quantité, donc il y a aussi un bouquin de Guénon d'ailleurs. J'avais noté effectivement, c'est le monde de la valeur contre le monde des valeurs. Parce que la valeur, effectivement, la quantité, c'est-à-dire que tout est quantifiable, puisque une formule que j'utilise, c'est que pour eux, on disserte sur la valeur des choses, pour ce monde, pour cet esprit bourgeois, de la même manière qu'on négocie un prix. C'est-à-dire que tout a une valeur, tout a une... Combien tu vaux, c'est ça que ça veut dire, combien tu vaux. Quel est ton prix? Moi, le message que j'ai reçu pratiquement tout le temps, depuis des années, c'est quel est ton prix pour fermer ta gueule, tu vois, en gros. Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, et à moins qu'on dise, mais ça n'a pas de prix, les gens disent, comme ma sœur, il devient fou. Vous voyez, pour ma sœur, je suis fou. Parce qu'elle est dans ce monde-là, elle ne comprend pas ce que je fais. Elle se dit, mais quel gâchis, avec tout le talent qu'il avait, il aurait pu être un Cyril Hanouna. Vous voyez, bien sûr, c'est ce que le seul qui avait compris ça, c'était d'ailleurs celui qui s'est pratiquement suicidé de drogue, là, dont je parle de temps en temps, l'animateur de télé de la rue, parce qu'il était un peu moins con. Et la dernière fois que je l'ai vu, il pleurait. Il m'a dit, en gros, il estimait avoir raté totalement sa vie, ne pouvoir supporter, alors qu'il était richissime et célèbre, ce qu'il faisait que par la drogue jusqu'à en crever. Et lui, il avait compris parce qu'il n'était pas trop bête. Il avait encore les moyens de comparer. Mais Cyril Hanouna ne peut même pas comprendre ce que je lui dis, quoi. J'essaye pas d'ailleurs. Hein. Je me dis, bon, j'essaie de me tenir loin. Voilà, quand je vois passer la télé, hop, j'éteins la télé. Voilà, mais on en est là aujourd'hui. C'est d'essayer de se tenir loin de la contamination. Voilà. Bon, on va arrêter les digressions parce qu'il y a le train à 20h. Hein.